minier. Et vous verrez qu'avec le nouveau code minier, nous irons bien sûr au-delà des prévisions de milliards de dollars. Je parle des redévances sur ce point aussi. La redévance minière. Vous savez qu'elle a aussi fait l'objet de plusieurs débats. L'innovation du code est aussi que cette redévance a été élevée à 10%. De ce 10%, ça c'est l'article 241, 242 du code minier qui l'organise. Rappelons que de ce 10%, 50% revient au pouvoir central, 25% revient à la province minière, la province dans laquelle est produit les mines, 15% dans l'entité territoriale décentralisée où est produit une mine, et enfin 10% qui revient au fonds minier pour les générations futures. En fait, c'est encore une autre innovation du code. On a créé le fonds minier pour les générations futures en vue justement de répondre à cette problématique qui mine, qui plombe notre système minier de la non-certification de nos ressources. Pour votre information, seuls 15% de nos ressources ont fait l'objet d'études jusqu'ici. Donc lorsqu'on parle des scandales géologiques et tout, etc., mais c'est sur base simplement de 15% que les Belges avaient fait. Et pour votre information, ces données, cette cartographie minéralogique se trouve encore dans les tiroirs des Belges. Une autre recommandation que je formule, il faut impérativement, à l'instar des œuvres d'art qui jonchent encore les musées belges, je voudrais inviter le gouvernement, donc l'administration de mines, à faire pression pour que, évidemment, notre cartographie minéralogique nous revienne. C'est important, vous ne pouvez rien faire sans cela. Actualiser, je veux dire. Mais aussi, en même temps, à travers ce fonds minier, donc, qui sera alimenté par les 10% de 10%, donc de la redevance minière, ça nous permet de financer les études des certifications de minerais, qui nous permettent de savoir la vraie valeur de nos minerais. La RDC souffre d'une chose. Lorsque les investisseurs étrangers viennent au pays, ce sont eux-mêmes qui mènent la prospection. Et lorsqu'ils retrouvent des minerais, eux-mêmes fixent le prix. Donc nous n'avons pas les prix de nos minerais parce que simplement nous avons un problème avec les études. Et il serait important que dans les générations à venir, nous puissions, lorsqu'un opérateur minier veut investir en RDC, que l'État, que l'administration minière lui présente directement les études. Écoutez, il faut aller par exemple au Kasaï parce qu'il y a des quantités de diamants industriels et ça nous coûte autant. Vous payez et puis vous y accédez. C'est la seule façon aussi d'attirer des vrais capitaux, des vrais investisseurs. Vous savez que ça a été le cas dans les pays arabes, les Émirats arabes unis, et aux entités environnantes voisines. Soit de la même province, soit de la province voisine. Ça permet d'équilibrer le seuil de développement. Donc ça répond un peu à l'idée de la mise en place ou institutionnalisation de la Caisse nationale des péréquations. C'est en fait la Caisse nationale des péréquations. Il faut voir dans quelle mesure, maintenant, étendre ceci au niveau local. En dehors de cela, il y a aussi une grande innovation que je voudrais relever, qui profite en fait au Congo et aux Congolais. C'est impôt sur les profits excédentaires. Il y a impôt sur les profits, donc bénéfices et profits, c'est à part. Mais sur les profits excédentaires, c'est vous vous attendez à produire autant. Mais lorsque vous allez au-delà de ces seuils, le code minier dit, messieurs, désormais,
on se le partage. L'État congolais prend 50% et vous prenez 50%. Donc voilà une des grandes innovations. Et c'est pour ça que vous avez vu des opérateurs miniers se lever contre ces codes. C'est aussi à cause de tout ça. Parce qu'avant, ce n'était pas ainsi. C'est un peu, bon, tu as fait des surprofits, des surbénéfices, ben ça te revient. Toi, tu ne déclares que ce qui était prévu au niveau prévisionnel. Et donc voilà ce que nous encourageons aussi dans ce code. Mais nous voudrions également parler des garanties de stabilité qu'offre ce code, mes amis. Les opérateurs miniers doivent être calmes. Voilà pourquoi ils se sont même calmés à un certain moment. C'est parce que le code leur offre une certaine garantie de stabilité. Mais sanctionnés en même temps par le code. La fraude minière, tout ça, la non-déclaration, fausse déclaration, bref, il y a toute une litanie qui part des articles 299 à 311. Donc voilà de manière résumée ce que je voudrais dire sur l'exploitation minière proprement dite et puis les innovations du code, les enjeux, comme vous venez vous-même de vous rendre compte, les enjeux sont beaucoup plus souverainistes. Les opérateurs miniers qui étaient là sur base de l'ancien code, évidemment, ne pouvaient nullement accepter ce nouveau code parce que ça perturbe leur calcul financier en termes de dividendes. Mais ça profite à l'État. Et ce code reste autant incitatif aux investissements. Et donc il faut applaudir l'initiateur de ce code, et donc le président Joseph Kabila, besoin de sous-traitance dans le mine. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et je le dénonce. C'est que les entreprises minières eux-mêmes créent de petites sociétés de sous-traitance. Et on fait passer en avant-plan un ou deux Congolais. Pourtant, l'argent revient en fait à l'entreprise. Donc ça ne contribue pas à l'ambition qui était celle de promouvoir la classe moyenne. C'est impossible en ce moment-là, parce que c'est l'opération retour. Donc l'État doit très rapidement, à travers l'administration libre, mettre en place une entreprise, ça ne coûte rien, qui s'occupe spécialement de la sous-traitance minière. Et vous verrez que beaucoup de choses vont changer. On identifie le besoin, on envoie des gens être formés à l'étranger, et puis ils reviennent. Pour chuter, je voudrais simplement tout d'abord vous remercier pour l'attention que vous avez accordée à mon propos, mais aussi vous informer que nous allons amorcer une tournée dans les zones minières, surtout d'exploitation artisanale, à partir de ce 15. On commence par l'île là-bas. On va prendre Ituri, Otuélé, on ira partout, Kassa et tout ça. Nous voulons échanger et recueillir, évidemment, les doléances des exploitants artisanaux et voir dans quelle mesure les accompagner. Deux, nous allons tenir très rapidement, dans les tout prochains jours, une matinée d'échange avec tous les opérateurs miniers qui sont inclus dans le quartier du Congo. Donc ce sera autour d'un déjeuner ou un dîner. La presse, vous y serez aussi conviés. Je vous remercie. Le monde représenté. Je vous informe, contrairement à ce que les gens disent, un étranger peut aussi investir dans le droit minier. Il n'est pas obligé de créer une société de droit congolais. Parce que j'ai entendu aussi beaucoup de discours dans ce sens. Seulement, l'article 23 du Code est clair. Cet étranger-là, je veux dire, cette personne morale de droit étranger, d'une société qui existe même déjà, mais de droit étranger, est obligé d'élire domicile auprès d'un mandataire congolais. Et donc nous sommes là, nous pouvons très valablement vous représenter. Nous restons très disposés à répondre
aux futures questions qui nous sont posées. Je vous remercie infiniment et je laisse la parole à la modératrice pour conclure. Merci. Cette présentation, j'espère qu'il est très souvent difficile pour un homme de pouvoir lui-même se présenter. Je tiens également à remercier toute la presse congolaise pour s'être autant mobilisée à la présente conférence de presse. Je tiens particulièrement à remercier tous ceux et celles des journalistes de la génération, de notre génération qui nous ont... merci. Je disais donc que je tenais particulièrement à remercier tous les jeunes journalistes qui nous ont accompagnés efficacement dans la politique et j'espère bien continueront à nous accompagner dans notre nouvelle casquette de mandataire en mine. Qui sont ici présents dans cette nouvelle tâche qui sera très difficile parce qu'évidemment nous allons essayer tant soit peu de bousculer le monde minier tant que possible. La même ferveur, le même engagement que nous avons déployé et nous continuons à déployer dans la politique, nous allons également le déployer au niveau des mines. Alors sans plus tarder, je veux très rapidement resituer les choses dans leur contexte concernant les mandataires en mine. Après la signature de l'arrêté nous agréant au titre de mandataire en mine et carrière, nous avons reçu beaucoup d'appels. Surtout de félicitations, parce que les gens pensaient que nous étions sous tutelle d'un service public quelconque et que par conséquent nous serions pris en charge par l'État. Non, il n'en est pas question. Un mandataire en mine est tout simplement un opérateur privé, libéral, qui est autorisé par l'administration de mines, chapeauté par le ministre de mines, à pouvoir défendre, représenter et assister tout opérateur minier qui souhaite investir en République démocratique du Congo. Donc c'est cela la vocation d'un mandataire en mine. À ne donc pas confondre avec un mandataire de l'État, d'une entreprise publique de l'État. Donc aujourd'hui, je suis toujours mandataire au niveau de l'ONATRA. Donc ça c'est l'État. Là je sers l'État. Mais en tant que mandataire en mine, tu travailles pour toi-même. C'est une profession libérale comme le journalisme, comme l'avocature et tout. Donc il n'y a pas qu'un avocat qui peut être mandataire en mine. Tout le monde peut devenir mandataire en mine à condition de prouver que l'on est capable, évidemment, de défendre comme il se doit les miniers. Étant donné que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, donc beaucoup de risques, l'État lui-même réglemente ça. Voilà pourquoi, vous voyez, seuls les ministres des mines peuvent agréer quelqu'un comme mandataire en mine. Mais avant ça, il faut remplir une procédure plus ou moins rocailleuse. Donc, en ce qui me concerne, peut-être les gens ne le savent pas, j'avais rempli toutes les conditions depuis 2013, donc c'est pas aujourd'hui. Dans les processus, ça a plutôt abouti après tout ce temps. Donc, il faut payer une caution des 4 500 $ à titre gratuit, non remboursable à l'État. Il faut prouver qu'on a des offices viables, etc. Donc il y a quand même assez de conditions. Donc ça, c'était pour fixer tout le monde. Ceci dit, je vais donc parler essentiellement de l'exploitation de mines de carrière et puis de l'exploitation artisanale des mines et de carrière. À propos du premier, je vais m'appuyer sur le code, le nouveau code minier qui a été le fruit de plusieurs échanges. En fait, c'est par la loi numéro 007 /2002 du 11 juillet 2002 que nous avons
eu la mouture de ce code, mais qui venait d'être modifié. C'est la même loi qui a été modifiée par la loi du 9 mars 2018. Donc c'est ce qu'on appelle nouveau code minier, qui a été à la base de beaucoup de tensions, de beaucoup de problèmes, et même, je pense que nous avons des problèmes dans ce pays aujourd'hui à cause de ce code minier. À côté, c'est les règlements miniers. Donc les règlements miniers, c'est l'acte qui porte mesure d'application du code minier. Ça, c'est pris par le Premier ministre et contresigné par le ministre de Mines de l'époque. C'était Bruno Tshibala et Kabweloulou, 8 juin 2018. Alors, il y a eu autant d'innovations. Autant d'innovations. Je ne voudrais pas m'atteler autour de toutes ces questions, parce que la liste est très très longue. Je pourrais plutôt mettre à la disposition de la presse cela. Au niveau de la présentation de mandataire en mine, je viens de vous expliquer. Deuxième point sur cette question, c'est à propos de la participation des Congolais au capital social. Je prends des grands axes et points et je commenterai rapidement. Dans le nouveau code minier, contrairement à celui d'avant, on a conditionné la participation au capital social des personnes physiques de nationalité congolaise à hauteur de plus ou moins 10%. Donc tous les miniers qui viennent investir en République démocratique du Congo doivent de manière obligatoire intégrer dans leurs capitaux les Congolais. Ça, c'est en vue, en fait, de créer des riches Congolais, des millionnaires et milliardaires Congolais. C'était dans cette optique. Et il est vrai qu'il y a une question qui se pose, est-ce qu'on doit considérer le principe de la non-rétroactivité de la loi en cette matière? Est-ce que les opérateurs miniers qui avaient déjà procédé à l'exploitation, comme les Kibali, les Tenk, les Fungourou et autres, devaient eux aussi revenir sur leurs capitaux pour intégrer les Congolais? Donc c'est là tous les débats. Il y en a qui pensent non, il y en a qui pensent qu'il faut impérativement, mais moi je crois que pour raison de sécurité de ces investissements, il n'est pas important, il n'est pas bon que cette loi rétroagisse en les cas d'espèce. Donc nous devrions plutôt attendre pour des opérateurs qui viennent après la mise en place de ce code, ce sont eux qui doivent intégrer justement les 10%, car sinon il est difficile pour un opérateur qui a déjà lancé la production de pouvoir revoir son capital. C'est une des grandes innovations qui est consacrée par l'article 71 du Code minier. Une autre grande innovation sur laquelle je voudrais m'appesantir, c'est la transformation des minerais. Il est prévu dans le nouveau Code minier, à son article 82, la transformation de minerais. Mais comment on transforme nos minerais? Je dois ici rappeler que la seule possibilité, façon pour les Congolais de bénéficier de leurs ressources minérales, en fait, c'est la transformation. Tant que nous continuerons à exporter les bruts pour qu'ils soient transformés et que nous rachetions les produits finis, transformés, ça va être difficile de créer de la richesse au Congo. Voilà pourquoi, par exemple, pour ce qui concerne ce code minier, nous sommes partis. L'ancien code pouvait permettre à l'État de mobiliser autour de 800 millions de dollars, mais aujourd'hui, avec le nouveau, les estimations varient autour de 2 milliards de dollars. C'est toujours insignifiant. Pourquoi c'est insignifiant? Mais parce que nous exportons le brut qui est transformé. On fabrique le téléphone avec, etc. Vous verrez qu'une petite matière peut être revendue aux Congolais, mais je crois qu'au centuple du prix vendu. Et ça, c'est un réel problème. La transformation permettra de pouvoir naturellement
créer de l'emploi de manière exponentielle, consolider la croissance du pays, mais aussi essentiellement créer énormément de richesses. Mais pour ça, il y a des conditions. La transformation minerais implique, entre autres, une énergie qui soit à la hauteur. Il faut une grande énergie, une grande desserte en énergie électrique. Difficile. Et comme vous le savez, la construction du Grand Inga, ben, il faut un minimum de 7 ans. Donc nous invitons très sincèrement les autorités à accélérer le processus et les négociations avec les bailleurs. Ce n'est qu'après qu'il faudra mettre en place une législation particulière. Donc ce n'est pas les codes miniers qui régencent la transformation minière. Il faudra une législation particulière qui tienne compte des spécificités du domaine. Voilà le plaidoyer que je formule sur ce point. Troisième point, c'est la construction des sièges sociaux. Je vous rappelle que c'est encore une grande innovation de ce code, que les gens ne savent pas. Seul, c'est à travers notamment la construction des bâtisses des opérateurs miniers que l'on peut créer de l'emploi, l'on peut contribuer à la modernisation des infrastructures et même habitat de la République. Et le Code, à son article 197, le non-encadrement de toutes ces ressources, de toutes ces recettes, il y a une anarchie, un désordre lors de la perception et qui favorise la fraude. Voilà pourquoi, sur ce point, je propose que le gouvernement de la République, à travers son administration de mine, mette en place un guichet unique des perceptions de toutes ces taxes. Évidemment, il existe un guichet unique pour l'exportation minerais. Mais ça doit aller au-delà. Nous devons mettre en place un système de perception unique. À un seul endroit, un opérateur qui a produit, qui doit supporter toutes ces charges, devrait le faire à un seul endroit. Et informatiser, ça c'est la deuxième recommandation sur ce point, informatiser la gestion, les systèmes de gestion minière. C'est important. Le ministre, les services de